Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis au mont Kinabalu, dans la province de Sabah, en Malaisie, sur l'île de Bornéo. Et j'ai commencé cette vidéo sur le Soudan il y a presque 6 mois, quand j'étais de l'autre côté du monde, au Costa Rica. J'ai pas eu le temps de finir, il y a eu des problèmes d'enregistrement, et puis tout s'est emballé. Et maintenant, on a du recul, je vais pouvoir vous dire beaucoup de choses. Et puis il s'est passé d'autres événements depuis, en dehors du Soudan, mais qui ont un lien direct avec ce qui se passe au Soudan. En fait, c'est très intéressant parce qu'il y a 6 mois, j'avais basé ma vidéo sur la future propagande. En fait, c'était en quelque sorte, je ne vais pas dire en copier-coller, mais je m'étais inspiré de ma vidéo du 25 février 2022 sur l'Ukraine, où j'avais annoncé la propagande, pour que vous puissiez prendre du recul par rapport aux informations qui vous sont données d'un camp ou dans l'autre, mais surtout dans le camp dans lequel vous êtes, c'est-à-dire le camp occidental, puisque vous avez peu accès aux informations du camp, entre les guillemets, ennemi. Et je vais vous montrer ici une partie de cette propagande. Mais en fait, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas tout à fait prévu, donc quelque part tant mieux si je n'ai pas fait cette vidéo à l'époque, c'est qu'ils ont bien commencé la propagande, comme je l'avais craint, et puis ils ont simplement ignoré le sujet. Vous avez dû remarquer qu'on ne parle presque pas du Soudan dans les médias occidentaux, alors qu'on vous a parlé du Niger, du Gabon, on vous abonde d'informations sur l'Ukraine, mais sur le Soudan, il n'y a presque rien. Et pourtant, regardez, il y a environ 6 mois qu'un conflit armé a commencé, et encore récemment, je vous montre des images, il y a eu des conflits à Khartoum même, et c'est même le quartier général de l'armée qui est donc aux mains d'un des deux généraux qui se font la guerre, qui a été, je ne sais pas s'il est tout à fait détruit, mais solidement endommagé. Et donc, on va essayer de comprendre quelque chose. Tout d'abord, on a des Africains, dont un certain que je vous montre régulièrement dans des vidéos, qui dit en fait c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis. Écoutez-le. Une guerre par spécifique de militaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Nous avons très peur de voir le Soudan devenir un proxy war, une guerre par procuration. C'est-à-dire, les États-Unis et la Russie commençaient à se battre où? En Afrique. Donc, ils ne peuvent pas s'envoyer des missiles, ils s'envoyer les missiles les uns les autres, comme ça ils vont en finir entre eux, comme ça les gens vont vivre en paix, et ils viennent en Afrique pour commencer leurs histoires. Pour ceux qui ont suivi, il y a très peu des vidéos qui circulent sur Internet, des vidéos en Soudan, des événements atroces, abominables au Soudan, affreux, effroyables, épouvantables, des choses monstrueuses en train d'être exécutées sur place. On ne peut malheureusement pas montrer ça, c'est vraiment inacceptable de voir des frères en train de se finir comme ça. Pourquoi? Pour le pouvoir. Ce qui se passe au Soudan, pour faire très rapidement, est censé être une histoire entre des généraux. Deux généraux qui ont travaillé ensemble. Le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant militaire et chef de l'armée du Soudan, et le général Mohamed Abdan Dagalo, on en a parlé l'autre fois, connu sous le nom de Emedi. Ce sont deux personnes qui ont travaillé ensemble dans le passé. L'un était général de l'armée, l'autre était général d'une petite armée indépendante dans le Soudan, qui servait de proxy pour combattre les petites rébellions dans le pays. Mais quand ils sont venus ensemble maintenant, là, après le départ du président précédent, ils cherchent maintenant qui sera la tête, qui sera le chef, qui va commander. C'est censé être une guerre de pouvoir. En réalité, nous savons aussi que la Russie, il y a quelque temps, avait signé un contrat avec le Soudan, donc occuper les côtes du Soudan. C'est très intéressant parce que ce n'est certainement pas ce qu'on vous dit dans les médias occidentaux quand de temps en temps vous avez quand même une information. Pourtant, il a certainement raison, au moins en grande partie. Je vous mets à l'écran un article qui montre que depuis 2022, au moins, on parle de l'installation d'une base militaire russe sur la mer Rouge au Soudan. Donc les Russes sont impliqués d'une façon ou d'une autre. Vous allez voir que ça, les médias occidentaux l'admettent. Mais ils admettent plus difficilement l'implication des États-Unis. Et pourtant, dans cette information sur la base militaire russe, on vous dit quelque chose d'intéressant, même dans les médias occidentaux. Simplement, c'est présenté de façon un petit peu... Vous allez voir. Ensuite, il y a un sujet dont il me semble qu'on ne parle absolument pas dans les médias occidentaux. Ce sont les biolabs. Donc, on a plusieurs aspects de cette guerre à voir ensemble. Propagande des informations ou silence, biolab et implication des États-Unis. Vous allez voir différents extraits qui, à mon avis,
vont être très intéressants. L'image supprimée depuis a été postée au premier jour des combats sur un compte Facebook suivi par 160 000 personnes. Elle met en scène un homme, présenté comme le général Hemeti, arrêté par 2 soldats, dont l'un porte un écusson de l'armée soudanaise, comme on peut le voir. Et cette photo me dit quelque chose, Oumi. Oui, c'est pas étonnant parce qu'en fait, l'image a fait le tour du monde. Souvenez-vous, c'était en 2014, au Mexique, lors de l'arrestation d'El Chapo, qui est à cette époque le trafiquant de drogue le plus puissant du monde. Le visage du général Hemeti a en fait été découpé et collé pour faire croire à son arrestation. Une démonstration implacable. Oumi, quel rapport entre ce narcotrafiquant, qui vous le dites était le plus recherché de la planète, il est mexicain, que vient-il faire dans ce conflit soudanais? Eh bien, le montage en fait n'a pas été choisi au hasard, comme nous l'explique le chercheur Roland Marchal. Hemeti est décrit, y compris par certains de vos collègues, comme un grand criminel, alors pour des choses qui sont avérées et des choses qui le sont beaucoup moins. On parle par exemple de trafic de drogue avec la Libye, avec Haftar, on parle de trafic de migrants. Donc ça permet de crédibiliser des accusations comme ça sans jamais fournir la moindre preuve de validité de ces accusations. Et Oumi, c'est ce qu'on appelle de la propagande, c'est classique en temps de guerre, mais qui a intérêt dans ce conflit à diffuser de tels infox? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Et ce qu'explique Roland Marchal, c'est que dans le chaos actuel, certaines puissances étrangères chercheraient en fait à influencer l'opinion publique dans un conflit à l'issue incertaine. Et on parle de la Russie, très présente au Soudan depuis 2017, mais aussi de pays plus proches comme l'Égypte, l'Éthiopie ou l'Érythrée. Dans ces médias occidentaux, on vous parle de propagande et on vous montre de façon très intéressante cette photo manipulée qui vient du Mexique et qui a été récupérée, modifiée pour faire croire à l'arrestation du fameux Hemeti. Et puis on dit qu'il y a de la propagande, de la désinformation, de la manipulation, et qui pourrait être impliqué? La Russie évidemment. On a même accusé la Russie en Occident, on a même accusé la Russie d'avoir hacké le site de Parcoursup en France, enfin bon. Et puis on vous dit, il y a d'autres pays qui sont impliqués. Jusque-là, on est d'accord. On vous parle de l'Égypte, de l'Éthiopie, et tout ça est vrai. Mais on n'a pas cité les États-Unis. Or, c'est quand même intéressant, puisque le fameux général Hemeti, qui apparaît sur la photo truquée, qui vient du Mexique donc, où on a changé les drapeaux, etc., c'est l'allié des Russes. Or, dans un conflit, quand vous faites croire que quelqu'un a été arrêté ou tué, c'est en général de faire croire que c'est votre allié ou votre ennemi. C'est votre ennemi. Donc c'est le camp occidental qui a intérêt à faire croire que le général soutenu par les Russes a été arrêté. Non, mais on ne vous dit pas que les États-Unis sont les coupables potentiels de ce photomontage, un petit peu comme avec l'histoire des Nord Stream. On a accusé à peu près toute la planète d'avoir fait exploser les gazoducs, mais les États-Unis, on a du mal de le dire, alors que c'est le coupable tout désigné, qui avait intérêt à le faire, qui avait annoncé qu'il allait le faire, et qui avait les moyens de le faire. Donc vous voyez qu'au niveau propagande... Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, qui vient aussi de ces mêmes médias occidentaux. On vous dit que ces deux généraux étaient alliés, c'est exact. Et puis ils se disputent, classique. On vous dit aussi que le général, qui était effectivement officiellement le chef des armées, qui a fait un coup d'État contre Omar el-Béchir, l'ancien dictateur, et donc qui a pris le pouvoir de fait, il veut garder le pouvoir. Il veut que les militaires, donc lui, gardent le pouvoir. Son opposant Hemeti, le méchant allié des Russes, je ne dis pas qu'il est gentil, parce qu'on sait qu'il a fait des choses au Darfour qui sont plus que discutables. Mais lui, il veut rendre le pouvoir aux civils. Et pourquoi ça? Peut-être pas parce qu'il est enceint, mais justement parce que les Russes veulent que le pouvoir soit aux civils pour installer leur base. Ils ne veulent pas installer leur base dans un régime militaire. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est lorsqu'il a proposé les puissantes forces de support rapide d'Hemeti soient intégrées à l'armée et donc sous son commandement, alors que Hemeti disait non, pas du tout, je veux que ça soit sous un pouvoir commandé par des civils. Je ne suis pas en train de vous dire que les Russes sont des saints en Afrique. C'est juste pour montrer que on est dans un conflit, il y a clairement le camp occidental et le camp russe, allié des Chinois bien souvent, qui est impliqué dans ce conflit au Soudan, comme dans la plupart des conflits sans doute qui ont lieu en Afrique pour le moment, et que la demande des Russes n'est pas toujours la plus mauvaise. Mais
quand on le dit en Occident, on le dit de façon un peu détournée. Pourtant, là, ça semble être confirmé. Les Russes veulent un passage du pouvoir vers les civils et y installer leur base militaire. L'allié des Russes demande que les militaires quittent le pouvoir, malgré qu'ils soient militaires lui-même, et travailler sous un pouvoir civil. Et le général soutenu par l'Occident, lui, il veut garder le pouvoir. Bon, c'est la situation. Israël et les États-Unis également sont eux préoccupés par le rapprochement du Soudan avec la Russie et l'Iran qui veulent renforcer leur présence en mer Rouge, la Russie notamment avec un projet de base navale qui pour le moment n'est encore qu'un projet car l'accord convenait avant tout que le Soudan devienne un régime politique civil. Mais là pour le moment on en est encore loin. Si vous décodez correctement ce qui vous est raconté dans les médias occidentaux, c'est exactement ce qui est dit aussi. Ce n'est pas la propagande russe. Concernant les biolabs, moi j'étais pas sur place, mais c'est vrai qu'il y a tellement de rumeurs sur les biolabs un peu partout dans le monde, pourquoi pas au Soudan. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé alerte d'un risque biologique énorme après la prise d'un laboratoire public qui renferme des agents pathogènes. That is extremely dangerous because we have polio isolates in the lab, we have measles isolate on the lab, we have cholera isolate in the lab. So there is a huge biological risk associated with the occupation of the Central Public Health Lab in Khartoum by one of the fighting parties. Alors c'est évident, on le dit, on l'a dit très clairement, il y a des laboratoires Biolab au Soudan. Personne n'était au courant. Malheureusement. En tout cas, ce n'était pas officiel. On dit que le Parlement soudanais n'était pas au courant qu'il y avait des laboratoires Biolab. Alors, c'est quoi le laboratoire Biolab? Ce sont des laboratoires où les gens prétendument intelligents vont dedans pour essayer de manipuler ces histoires dans l'objectif de comprendre comment ça fonctionne. C'est ce qu'on dit officiellement. Mais pas seulement de comprendre comment ça fonctionne, aussi l'objectif de varier, de bouger, changeant un peu ici. Si cette histoire ici ne fonctionne que chez les animaux, on va essayer de voir comment on peut transformer ça ici et là pour voir comment ça peut faire chez les humains. C'est ça le niveau de l'intelligence que certaines personnes pensent avoir. Oui. Donc, en fait, il y a des maladies et des virus qui ne contaminent que les animaux. Okay? Chez les animaux, c'est très virulent. Chez les hommes, soit ça ne se transmet pas, soit ça n'a pas vraiment d'effet. Mais dans les laboratoires Biolab PIFO, c'est là où on peut bouger ça. Comme ça ne marche que chez les animaux, on va changer ça un peu ici pour que ça marche aussi chez les humains. Maintenant, ça sert à quoi? Il n'y a qu'un nombre très limité de biolabs sur Terre. Des endroits bien répertoriés. Mais très récemment, on a découvert qu'autant que c'est répertorié sur Internet, il y a aussi des endroits souvent en Afrique, où il y a des biolabs qui ne sont pas répertoriés. J'en ai personnellement vu un à l'est d'un pays en Afrique centrale, un biolab. C'est-à-dire, c'est un laboratoire où on peut garder l'Ebola, on peut garder beaucoup d'autres choses similaires ou plus virulents que l'Ebola. En laboratoire, là, on travaille. Maintenant, les cas d'accidents sont fréquents ou pas? Ça peut arriver. Vous savez qu'en 2019, nous sommes tous partis en confinement, n'est-ce pas? C'était pourquoi? N'est-ce pas? C'était venu d'où? On le sait maintenant, c'était sponsorisé par un groupe de personnes que je ne citerai pas. Oui, c'est eux qui sponsorisent. Je ne dirai pas le nom, sinon ça sera censuré. C'est eux qui sponsorisent ces études de ces micro-organismes dans l'objectif d'avoir des données, d'avoir de la connaissance sur comment, pas seulement sur comment ça fonctionne, mais aussi sur comment le permettre, si ça ne contaminait que les animaux, sur comment ça commence à contaminer aussi les humains. Pourquoi contaminer les humains? Pour que finalement, eux disent prétendument, au cas où ça contaminait les humains, finalement on peut créer des antidotes pour combattre cette histoire. Donc vous, dans votre intelligence, vous prenez des micro-organismes qui ne contaminent que les animaux, vous emmenez ça en laboratoire, vous variez ça, comme ça, vous bougez, vous mettez tout ce qu'il y a à bouger, pour que finalement ça commence à contaminer aussi les humains. Pour que finalement vous créez des vins. Vous comprenez ce que c'est le vin? Pour protéger les humains au cas où ces micro-organismes que vous avez transformés contaminaient les humains par hasard. Vous trouvez ça intelligent, non? Voilà. Donc je me suis contenté de l'extrait de Zach en vous disant c'est possible. Mais personnellement, je n'ai pas de preuves supplémentaires. Parfois, les preuves prennent trop de temps. Mais alors, il faut être prudent quand on donne une information. Et enfin, par rapport à la désinformation et aux mensonges occidentaux, je vais terminer avec deux extraits, à mon avis, importants. Le premier vous montre, si vous aviez des doutes, que les Occidentaux sont capables des pires mensonges. Et quand Vladimir Poutine, qu'on l'aime bien ou qu'on l'aime pas, dit, d'ailleurs je crois que son ministre Lavrov vient de le répéter, que l'Occident est l'empire du mensonge, c'est difficile de lui donner tort. Rendez-vous compte. Vous savez quand même que les États-Unis,
qui disent à la planète entière qu'il est honteux d'utiliser des armes de destruction massive, qu'il faut bombarder l'Irak ou d'autres pays quand ils en ont. L'Iran, il faut les empêcher d'en avoir. Et peut-être qu'ils ont raison, mais c'est quand même les États-Unis qui ont le plus d'armes de destruction massive, peut-être à égalité avec la Russie, mais ce sont les seuls qui en ont utilisé réellement sur le terrain, en particulier les armes atomiques. Ils ont détruit 2 villes de Japon avec des armes atomiques. Ce n'est pas en secret, ce n'est pas du complotisme. J'ai découvert il y a quelques mois, à ma grande surprise, qu'une partie de la population japonaise, en particulier des jeunes qui n'ont pas nécessairement tout ça en mémoire, l'histoire en mémoire, croient que c'est l'Union soviétique qui a bombardé le Japon. L'Union soviétique et le Japon étaient en guerre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si ce sont les États-Unis qui ont mis fin au conflit avec leur bombardement nucléaire, l'Union soviétique a joué un rôle dans la chute de l'Empire japonais. Et l'histoire est très très claire, il n'y a aucun doute, ce sont bien les États-Unis qui ont bombardé, mais certains Japonais ne le savent pas. Et ça arrange bien les États-Unis qui sont maintenant le grand allié du Japon. Le Japon est en vassal des États-Unis comme l'Europe est en vassal des États-Unis. Et voilà que Madame von der Leyen, notre chère présidente de la Commission européenne, lors d'une réunion devant un public japonais, a dit que la Russie menaçait d'utiliser les armes nucléaires à nouveau. Extrait. At a time when Russia threatens to use nuclear weapons once again. Je reprends le tweet de François Asselineau, qui a rebondi très rapidement sur le sujet. Et c'est de la désinformation, à mon avis, c'est une des pires que j'ai vues ce siècle, de la part d'autorités aussi hautes, même si elles ne sont pas démocratiques et que personne n'a voté pour Madame von der Leyen, elle a quand même beaucoup de pouvoir dans ce monde. Mais c'est pire que ça, parce que, bon, elle ne dit pas « la Russie a déjà bombardé le Japon », mais quand on entend sa phrase, ça le sous-entend. Mais pire, ça sous-entend aussi que la Russie menacerait quiconque d'une attaque nucléaire, ce qui est absolument faux. La Russie a une doctrine nucléaire totalement défensive, alors que la doctrine américaine, qui a d'ailleurs été modifiée sous Biden assez récemment, ouvre la possibilité d'une attaque en premier. C'est, à mon avis, le seul pays du monde qui a une telle doctrine. Si on devait utiliser la phrase « un pays nous menace d'utiliser à nouveau l'arme atomique », le sujet devrait nécessairement être les États-Unis et aucun autre pays du monde. Donc c'est vraiment une énorme manipulation à laquelle participe Madame von der Leyen. Je voudrais vous montrer une petite partie d'une interview très intéressante, que je vous invite à aller voir en entier, de Slobodan Despot, qui est un excellent analyste, d'origine serbe si je ne m'abuse, donc il a beaucoup travaillé évidemment sur la guerre de Serbie, de Yougoslavie, des années 90. Et selon lui, tous ces conflits qui apparaissent, celui du Soudan, celui du Yémen, d'autres en Afrique, et encore d'autres, c'est une volonté des États-Unis, pour différentes raisons, mais notamment détourner le regard de la défaite en Ukraine, de la défaite occidentale, qui n'est plus niée par personne. Sauf peut-être LCI qui fait un record de désinformation de l'histoire française. Et il parle notamment d'un fait que j'ai vérifié, où le pouvoir thaïlandais est, comme en France, au Canada et en Nouvelle-Zélande, issu des fameux Young Leaders de Klaus Schwab, de Davos, et a décidé de soutenir l'opposition birmane, donc dans l'ex-Birmanie qui s'appelle maintenant Myanmar, je ne sais pas si ce nom perdurera ou si on reviendra à Birmanie, peu importe, pour déstabiliser un allié de la Chine, dans le conflit Occident d'une part, et on va dire BRICS ou Chine-Russie d'autre part. Je vous laisse écouter ce petit extrait, et franchement, si vous avez le temps, allez voir l'interview en entier, c'est très instructif. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos de géopolitique qui ont toujours beaucoup de succès. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, qu'il y a notamment celle du Niger,
Je ferai une suite sur l'Afrique, notamment parce que si ce que j'ai dit sur le Niger semble parfaitement se confirmer, il y a eu depuis une situation qu'on a essayé de présenter comme similaire au Gabon, mais qui n'a rien à voir, qui pourrait, c'est ce que je dis depuis le premier jour, mais je suis en train de rassembler des sources pour pouvoir vous donner des informations plus précises, qui pourrait être en fait en coup d'État manigancé par les Français eux-mêmes pour éviter une situation comme au Niger, où c'est en camp ennemi, plutôt pro-russe, dans certains cas même pro-américain, parce qu'on peut être pro-américain et anti-français. Et donc, ce coup d'État, qu'on a aussi appelé une révolution de palais, au Gabon, pourrait être totalement différent de ce qui s'est passé au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, et plus anciennement en Centrafrique, qui était un petit peu l'étincelle de tout ça, si on peut dire, comme je le dis donc dans ma vidéo sur le Niger, que je vous recommande si vous ne l'avez pas vue. Je remercie tout le monde pour les partages, les pouces, les commentaires et les dons. J'en ai pas beaucoup parlé sur ce genre de vidéos, j'en ai parlé dans mes vidéos ornithologiques, mais pour pouvoir continuer ce que je fais, d'ici à la fin de l'année, j'aurai besoin de plus de soutien qu'à l'accoutumée, étant donné des difficultés techniques. Remplacer l'appareil photo, c'est fait, mais il faut le rembourser. Il faudra aussi remplacer l'ordinateur rapidement, ainsi que celui de ma compagne, Marinella, qui travaille avec moi, et son matériel arrive aussi, je dirais, à expiration. Encore merci à toutes et tous, et à très bientôt, et ne ratez pas Slobodan Despot. Revenons aussi à ce qui se passe avec la Serbie, le Kosovo, etc. Est-ce que, question, on n'est pas en train, je vais trop vite, je sais, non pas changer de guerre, mais de prévoir la guerre déjà d'après, si on arrive à une paix, en tout cas à une fixette tendance Corée du Nord, Corée du Sud, avec la Russie, l'Ukraine. D'abord, où en est-on de ce point de vue-là, selon vous? Point de vue Russie-Ukraine ou Serbie-Kosovo? De point de vue Russie-Ukraine d'abord, Serbie-Kosovo ensuite. Eh bien, évidemment, les questions sont liées, et ça fait au moins 30 ans qu'elles sont liées, puisque tout ce que nous vivons maintenant, c'est les conséquences de l'effondrement de l'URSS, en gros, et de la tentative du bloc occidental, ou des États-Unis et de leurs alliés, de prendre possession de tout ce qui était sous contrôle soviétique, de dominer le monde, en gros. Donc, évidemment que les deux sujets sont liés. Ce qui se passe maintenant en Ukraine, s'il fallait le résumer très très vite, je dirais qu'on arrive au terme de la deuxième guerre d'Ukraine. La première, c'est celle qui s'est terminée, qui a commencé le 24 février 2022, et qui s'est terminée avec l'échec des négociations de paix en mars à Istanbul. Pourquoi? Mars 2022, oui. 2022. Pourquoi? Parce que la Russie avait envoyé un corps expéditionnaire relativement petit pour essentiellement contraindre l'Ukraine à entrer en discussion pour bloquer le statut des régions indépendantes du Donbass et de la Crimée. Ce qu'ils ont réussi à faire, puisque l'Ukraine est entrée en négociation, simplement quelqu'un est arrivé, en l'occurrence c'était Monsieur Boris Johnson à l'époque, le Premier ministre britannique, et a dit aux Ukrainiens, surtout vous ne signez rien, nous allons vous pourvoir à tout ce qu'il vous faut, mais vous signez rien, il faut chasser les Russes d'Ukraine. Guerre, ça, donc la guerre continue, oui. Zelensky et les Ukrainiens. Deuxième guerre. Deuxième guerre, dans laquelle on est en plein, pour le moment. On est en plein. On attendait depuis longtemps une contre-offensive ukrainienne qui s'est fait attendre. C'est un peu l'Arlésienne. Il paraît que depuis hier, il y a eu des opérations sur le front sud du Donbass et sur Zaporozhye, qui ne semblent pas avoir abouti à des gains territoriaux significatifs pour l'Ukraine, mais plutôt à de grosses pertes. Donc, cette guerre est arrivée à un moment extrêmement délicat pour l'Occident, parce que rien de ce qu'on a promis ne marche. Alors justement, au-delà des manœuvres, etc., et des forces en présence, tout ça, est-ce que, au fond, la question qu'on peut poser, évidemment, et encore une fois, on sait qui est l'agresseur, qui est l'agressé, c'est pas le problème, mais est-ce qu'elle n'est pas pliée, cette guerre? Est-ce que quelque part, on a l'impression, mais encore une fois, ce sont vraiment, je le dis, personnel, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi, on a l'impression qu'on joue les prolongations de part et d'autre, mais que c'est déjà plié. Qu'est-ce que vous en pensez?
Si on regarde de près, oui. Mais comme vous l'avez dit, André, vous-même, il y a un narratif. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qui est convenu d'appeler un narratif. C'est-à-dire une légende. Tous les événements, évidemment, dans les médias ne sont que des récits. On n'arrive jamais à la réalité elle-même. On construit un récit. Et puis on le module en fonction de la réalité, si la réalité le dément. En l'occurrence, sur la question ukrainienne, aucun démenti de la réalité ne modifie le récit, y compris lorsque ces démentis viennent des responsables occidentaux eux-mêmes. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, l'a dit lui-même, l'Occident entier n'arrive pas à compenser les pertes en matériel et en munitions que occasionne la Russie en Ukraine. Sans parler des hommes. Donc, sans parler. Alors, une fois qu'on n'aura plus d'Ukrainiens, c'est qui va aller se battre? Peut-être que des Polonais. Et au-delà des Polonais, on va avoir qui? Des Français, des Italiens? Vous y croyez vraiment? Personne n'y croit. Jamais. Ça ne va pas arriver. Donc, cette guerre, du point de vue de la guerre militaire sur le terrain, ça fait longtemps qu'elle est pliée. Simplement, là, on est en train de sacrifier des dizaines ou des centaines de milliers d'hommes pour rien. Il y a quelques semaines, personne n'a remarqué, la Thaïlande a changé de gouvernement. Un gouvernement de jeunes. Maintenant, il n'y a plus que des young leaders, vous savez, dans le monde occidental. Un gouvernement de jeunes est élu. Et le chef du premier parti de cette coalition annonce, avant même d'avoir formé son gouvernement, avant même qu'on connaisse son gouvernement, que la première chose qu'il va faire, ça va être de soutenir la guérilla dans un pays voisin, en Birmanie. La guérilla, donc, qui combat... Premier geste de ce gouvernement. La première décision. D'accord. C'est-à-dire que la Thaïlande a ses problèmes. C'est un pays industriel, c'est un pays touristique, qui a beaucoup de problèmes lui-même, avec aussi un problème de guérilla. La première chose, c'est de s'occuper des affaires d'un pays voisin. Et il le dit. Et il dit pourquoi il va le faire. Oui. Il dit, nous allons appliquer la charte, le Burma Act. Burma Act, c'est-à-dire le décret Birmanie, c'est pas un document thaïlandais, c'est un document de la diplomatie américaine. Donc ces gens sont des vrais proxies, comme on dit. Ce sont des gens qui ont été posés là. Des pro-américains, voilà. Des young leaders à l'américaine. Ouais. Afin de déstabiliser un pays qui est allié de la Chine, qui est la Birmanie. Et c'est la première chose qu'ils font. Donc c'est clair comme du cristal. Vous avez un pays qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de son tourisme, qui a pour premier partenaire économique la Chine, qui entre en guerre avec la Chine, sans avoir jamais consulté sa population. C'est la première chose qu'ils disent. Monsieur Borrell a confondu Belgorod et Belgrade, mais parlons de Belgrade. Qu'est-ce qui se passe là? On voit depuis quelques jours, avec le Kosovo, les soldats de l'OTAN, etc. Qu'est-ce qui se passe exactement, Slobodan Despot? Alors, est-ce que c'est une seconde guerre qui arrive? C'est quoi? Mettez-moi une limite de combien d'années faut-il que je revienne en arrière pour expliquer ce qui se passe? Parce que c'est très très long. Hein. Ouais, non, enfin, oui. En fait, on peut déjà partir de 99 et du bombardement de l'OTAN. Alors voilà, ça c'est une date clé à mon avis, c'est une date clé pour notre histoire et pour l'histoire diplomatique du monde. Pourquoi? Parce qu'en 99, comme vous le savez, l'OTAN suite à l'échec des pourparlers de Rambouillet ici en France, a bombardé la Serbie pendant 78 jours pour en détacher le Kosovo. Sous un prétexte humanitaire. Sans avoir l'aval de l'ONU, hein. Sans l'aval de l'ONU. Donc sous un prétexte humanitaire. Donc c'est une opération strictement de l'OTAN. L'OTAN a fini le 12 juin par signer un armistice avec la Serbie, envoyer des soldats de la paix, enfin des troupes de l'OTAN pour soi-disant maintenir la paix au Kosovo, notamment des Français dans le Nord Kosovo. Peut-être qu'on va y revenir. Et puis par la suite, l'ONU a ratifié cette situation par une résolution, la résolution 1244, qui reconnaissait la souveraineté de la Serbie toujours sur le Kosovo. Ah, qui reconnaissait, oui, c'est ça, complètement. Oui. Et qu'ont fait les pays de l'OTAN et leurs alliés? Ils ont ignoré cette résolution et ils ont reconnu le Kosovo. Parmi les premiers pays à l'avoir reconnu, d'ailleurs, curieusement, il y avait la Suisse, mon pays neutre, qui reconnaît le Kosovo. Et aujourd'hui, vous avez environ une moitié des 180 États du monde qui reconnaissent le Kosovo et une moitié qui ne le reconnaissent pas, y compris au sein de l'Union européenne, comme l'Espagne, par exemple, pour des raisons évidentes. Ah oui, moitié reconnaissent, voilà. Moitié reconnaissent pas. La moitié, grosso modo. D'accord. Et donc, à partir du moment où s'est produit ce kidnapping, ce détachement du Kosovo par la force armée de la Serbie, eh bien, le droit international n'existe plus. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'existe plus, c'est que les Américains n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de droit international lorsqu'ils veulent régler un conflit international. Ils parlent du rule-based order, un ordre basé sur des règles et non sur du droit. Et les règles, ce sont les leurs. Donc, lorsque nous avons besoin du Kosovo,
Nous le reconnaissons et ça devient un sujet de droit international pour nous. Mais lorsque les Russes ont besoin de la Crimée, nous ne reconnaissons pas et c'est une agression contre l'Ukraine. D'accord. Voilà, c'est simple. Et alors aujourd'hui, voilà. qu'est-ce qui a fait relancer les hostilités aujourd'hui? Eh bien, comme vous le savez, le Kosovo donc a été le théâtre après 99 d'une persécution continue de la minorité serbe qui y restait. En 2004, il y a eu un grand pogrom, une pression constante sur Belgrade pour obtenir quoi? Pour obtenir de la part de Belgrade la reconnaissance du Kosovo indépendant. C'est ça le but. Et manifestement, les autorités actuelles font preuve de trop de mollesse ou de mauvaise volonté dans ce sens. Et est-ce que c'est quelque part lié à ce qui se passe entre Russie et Ukraine ou pas du tout, à votre avis? Alors, il y a un lien que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le Kosovo a été le précédent qui a permis à la Russie d'intégrer la Crimée. Ah oui. Parce qu'on l'a fait au Kosovo, ils l'ont fait en Crimée. L'Occident n'a rien à dire au sujet de la Crimée et du Donbass. Dans la mesure où ce qu'il a fait, ça a été de bombarder un pays jusqu'à ce qu'il lâche la région qui intéressait l'OTAN. Sous des prétextes. Vous voulez dire c'est la jurisprudence OTAN? C'est une jurisprudence OTAN. Donc il y a une et il y a évidemment, comme vous le savez, la plus grande base militaire américaine hors du territoire des États-Unis se trouve au Kosovo depuis. En Turquie, non? Il paraît que c'était bon style au Kosovo. Il paraît. Il y a une très grosse base. Il paraît. Moi, personne ne peut y accéder. Enfin bon. Donc c'est un intérêt stratégique des Américains qu'ils ont arraché comme ils l'ont voulu. Donc ça constitue un précédent. Donc c'est lié. Maintenant, quel est l'autre aspect par lequel c'est lié? C'est que évidemment, le Kosovo constitue un deuxième front en Europe si le front ukrainien ne fonctionne pas. C'est une manière de divertir l'attention. Oui, enfin, il y a déjà, attendez, Azerbaïdjan, au Karabakh et Arménie, hein. Bien sûr. Mais c'est un peu loin, parce que le Kosovo, c'est là où vous allez en vacances, hein. C'est la région de Dubrovnik, c'est pas loin, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, le Karabakh, tout le monde s'en fiche en Europe, hein. Vous savez comment on réfléchit. Comme le Yémen, tout le monde s'en fichait. Tout le monde s'en fichait du Yémen, enfin de tout ça. Et on voit que d'ailleurs, sur tout le pourtour, n'est-ce pas, de la Russie et de la Chine, on a toutes sortes de conflits latents qui se réveillent. Maintenant, c'est les talibans et l'Iran. C'est le Soudan. C'est partout. C'est une déstabilisation générale.